Aulnay Podcast, l'environnement au cœur de la ville. Prenons le temps de discuter ensemble de sujets tels que la biodiversité, la nature, le climat ou encore le développement durable. Projet de ville, aujourd'hui à Aulnay Podcast, nous sommes réunis pour parler de la biodiversité et de la richesse environnementale de notre ville. Autour de moi, il y a Corian Burguelin, chargé de mission environnement biodiversité. Bonjour. Frédéric Mahler, représentant de la Ligue protectrice des oiseaux. Bonjour. Et Michael Mercandier, éco-animateur à la Maison de l'Environnement. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on va commencer par vous, Corian, et par aborder l'actualité la plus récente, qui est la sortie en janvier dernier d'un atlas de la biodiversité communale. En quoi est-ce que consiste cet atlas ? Alors, un atlas de biodiversité, en fait, c'est un état des lieux de la biodiversité d'un territoire, ici de la commune d'Aulnay-sous-Bois. Et donc, en fait, ça consiste en une cartographie des espèces de la faune et de la flore qui sont présentes sur le territoire. Donc, il y a une première partie qui consiste à synthétiser l'ensemble des données qui sont déjà connues dans les bases de données régionales naturalistes, des données qui sont connues des services techniques de la ville déjà. Et en complément, on réalise depuis quasiment 2 ans maintenant des inventaires naturalistes complémentaires qui permettent d'avoir des données naturalistes sur l'ensemble des parcs de la ville et donc de réaliser une cartographie de ces données-là. Pourquoi on fait ça ? Tout simplement parce que pour pouvoir bien protéger la biodiversité, il faut déjà bien la connaître. Et donc on pourrait résumer en fait l'objectif de l'atlas de biodiversité comme ça, mieux connaître pour mieux protéger. Pendant la rédaction de cet atlas, pendant son processus de création, est-ce que vous avez identifié de nouvelles espèces ? Oui, en fait, on connaissait assez peu d'espèces sur la ville d'Aulnay-sous-Bois, en tout cas dans les bases de données. Et donc on a pu traiter 3000 données en tout, pour intégrer à ces bases de données un peu plus de 500 nouvelles espèces. Donc ce qui est quand même assez important. Et sur ces 500 nouvelles espèces, il y a 87 espèces qui sont patrimoniales. Donc ce sont des espèces protégées pour la plupart, 70 espèces protégées à Aulnay-sous-Bois. Et une autre petite partie qui sont des espèces qui sont rares ou en danger, mais qui ne sont pas forcément protégées encore à l'échelle régionale ou nationale. Qu'est-ce qu'on a comme nouvelle espèce, par exemple ? Des chauves-souris ? Oui, on a découvert des chauves-souris sur le canal de l'Ourcq, donc 5 espèces qui sont toutes protégées. On a des espèces sur le parc du Saussay qui sont assez rares, comme le blongios nain, par exemple. On a du triton palmé. Et puis sur les parcs de la ville, on a par exemple de l'agrillon joli, qui est une espèce comme une petite libellule, si on peut simplifier. Également la bergeronnette des ruisseaux, qui est un petit oiseau coloré, un peu jaune, au canal de l'Ourcq. Alors, l'autre intérêt de l'Atlas de la biodiversité, c'est qu'il est participatif. C'est-à-dire que les Aulnaysiens peuvent y participer. Concrètement, comment est-ce qu'ils peuvent le faire ? Très concrètement, on a mis en place une adresse mail sur laquelle tous les Aulnaysiens peuvent écrire pour nous partager leurs observations. Donc très simplement, il suffit d'envoyer une photo de l'observation qui est réalisée, que ce soit une fleur, un oiseau, un insecte, peu importe. Et puis quelques informations essentielles pour pouvoir traiter la donnée, donc le lieu exact de la prise de vue, le jour, l'heure, et puis bien sûr le nom de l'observateur. Et donc nous après, on vérifie cette donnée à partir de la photo. On essaye du moins, parce qu'à partir d'une photo, c'est pas toujours facile de trouver l'espèce exacte. Mais en tout cas, on peut trouver des informations, et c'est ouvert même aux personnes qui sont pas forcément naturalistes, puisque même si vous n'arrivez pas à trouver l'espèce observée, on peut vous apporter une aide pour l'identifier, donc faut pas hésiter à nous envoyer la photo quand même. On va redonner cette adresse mail pour nos auditeurs. Oui, alors c'est l'adresse développement-durable@aulnay-sous-bois.com. De toute façon, on peut la retrouver sur le site de la ville, aulnay-sous-bois.com. Tout à fait. Alors, on a fait un inventaire grâce à cet atlas, mais sur quelles actions est-ce que cela va déboucher au final ? Alors, suite à l'Atlas de biodiversité, il y a un plan d'action biodiversité qui a été réalisé. Ce plan d'action, il se déroule sur 3 ans, de 2023 à 2026. Et il comprend 36 actions en tout, donc je vais pas forcément vous les détailler toutes, mais ça regroupe 4 grandes catégories. Des premières actions de communication et de sensibilisation. Donc par exemple, dès cette année, on va proposer aux Aulnaysiens de réaliser des ateliers de sciences participatives dans lesquels ils pourront découvrir des espèces qui sont dans les parcs de la ville. Un deuxième grand volet, ça va être de continuer à créer un territoire favorable à la biodiversité. Donc pour ça, il s'agit de désartificialiser le territoire, de le renaturer, créer de nouveaux espaces de nature, et de les mettre en réseau. Donc c'est l'idée de trame verte qu'on pourra peut-être aborder tout à l'heure. Et puis ensuite, 2 autres catégories. Continuer à adopter des mesures spécifiques aux espèces. Donc on parle par exemple des espèces protégées. Elles vivent dans des milieux qui sont particuliers et donc on souhaite pouvoir développer ces milieux-là en particulier. Puis enfin, poursuivre l'amélioration des connaissances
L'Atlas de biodiversité, ce n'est pas un document qui est figé, c'est un document qu'il faut mettre à jour, puisque la biodiversité évolue. Et donc, l'objectif, c'est de faire des relevés sur certains parcs tous les ans, pour que tous les 3 ans, on ait une mise à jour complète de l'Atlas de biodiversité. Et si on remonte en arrière, on se rend compte que ça fait quand même un moment que la ville œuvre en faveur de l'environnement. Depuis 2014, combien d'espaces verts ont été créés sur notre ville ? Oui, alors Aulnay-sous-Bois, c'est en fait une ville qui crée beaucoup d'espaces verts. On a 4,6 hectares qui ont été créés depuis 2014. Donc on pense par exemple au parc Jules Verne, qu'on a Bonaparte, Bonaparte, parc Fessard, etc. Et ça nous permet aujourd'hui d'avoir 27 mètres carrés d'espace vert par habitant, ce qui représente 2 fois la moyenne de Seine-Saint-Denis. Donc c'est quand même un territoire qui est assez vert finalement. Et dans ce territoire vert, il y a la trame verte dans le secteur du Vieux-Pays qui joue un rôle particulier. Pourquoi ? Oui, alors peut-être qu'il faut revenir sur ce qu'est une trame verte. Déjà, en fait, il s'agit de pouvoir mettre en réseau, comme je disais tout à l'heure, des réservoirs de biodiversité, puisque les espèces ont besoin de se déplacer de parc en parc pour accomplir leur cycle de vie. Et donc l'idée, c'est de créer une espèce de continuité, de chemin végétalisé entre les différents parcs pour que les espèces puissent se déplacer. Et donc on a la coulée verte à Aulnay-sous-Bois qui est en train de se développer, qui part du stade du Moulin Neuf et qui remonte vers la Roseraie, le cours Napoléon Bonaparte, le parc Gainville, et qui pourrait être étendu prochainement. Et donc on remarque quand on fait des études sur ces corridors écologiques que en fait la coulée verte est un chemin qui est très emprunté par les espèces. Ça fait partie des chemins les plus empruntés sur le territoire de la ville. Et ce qui montre du coup tout l'intérêt de pouvoir mettre en réseau ces petits parcs. On part de surfaces qui sont bien inférieures à celles du parc du Saussay ou du parc Ballanger, par exemple. Mais le fait qu'ils soient proches et qu'ils soient mis en réseau crée une valeur importante pour la biodiversité. Trame verte que les Aulnaysiens peuvent aussi emprunter pour se promener. Tout à fait, c'est aussi un lieu de promenade très appréciable. Et toujours en matière de végétation, on rappelle que la ville est labellisée 4 fleurs sans discontinuer depuis quasiment 30 ans. Est-ce qu'elle a obtenu d'autres labels, la ville ? Oui, alors on a obtenu 2 autres labels en 2021 qui seront renouvelés prochainement. Et ce sont des labels qui sont centrés sur l'action communale en faveur de la biodiversité et de la nature en ville, peut-être un peu plus généralement. Donc ça regroupe des actions de préservation des milieux naturels, de développement de l'agriculture urbaine par exemple, mais aussi de sensibilisation de la population. Et donc ces 2 labels, ce sont le label Métropole Nature, qui est attribué par la métropole du Grand Paris, et le label Territoire engagé pour la nature, qui lui est attribué par la région Île-de-France pour une durée de 3 ans. Et il y a un des gros projets en cours qui concerne la renaturation du canal de l'Ourcq. Qu'est-ce qui va s'y passer et qu'est-ce qui s'y passe déjà même ? Oui, alors le canal de l'Ourcq, en fait, c'est un réservoir de biodiversité à l'échelle de la ville qui est déjà important. Et c'est aussi, si on dézoome un peu à l'échelle régionale, un corridor écologique qui est important, qui est identifié par la région Île-de-France et qui permet de relier par exemple le parc de la Poudrerie qui est un petit peu plus loin. Donc sur ce canal, c'est tout à fait opportun de chercher à développer encore un petit peu plus la biodiversité puisqu'on a un potentiel qui est important et qui n'est aujourd'hui pas atteint. Et donc dès cette année, il y a des actions de végétalisation des berges qui sont menées. Donc quand on parle de végétalisation, en soi, il y a déjà de l'herbe et des arbres sur le site, mais c'est une végétalisation qui est assez pauvre aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est de pouvoir planter de nouvelles espèces avec des essences et des espèces plus diversifiées pour que ça soit plus favorable à la biodiversité. Planter des espèces qui sont à des strates différentes. Donc aujourd'hui, on a simplement de l'herbe et des grands arbres. L'idée, c'est de mettre des arbustes, des arbres de petite taille, etc. Et puis des espèces qui sont locales et en même temps qui s'adaptent aussi au changement climatique, puisque quand on plante un arbre, on s'engage sur des dizaines d'années, voire 100, 200 ans. Et donc, il faut pouvoir anticiper aussi ces changements-là. Il n'y a pas que le canal de l'Ourcq qui est concerné. Il y a aussi d'autres secteurs de la ville. On parle des cimetières, des cours d'école. Là encore, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les actions qui vont être menées ? Oui, mais alors par exemple sur les cimetières, c'est aujourd'hui un espace qui est assez artificialisé, assez imperméable. Et donc l'idée, c'est de pouvoir le végétaliser un petit peu plus et qu'il puisse être un espace d'accueil de biodiversité. Et puis c'est aussi un site qui est bien implanté puisqu'il se situe entre le parc du Saussay et la coulée verte dont on parlait tout à l'heure. Et donc ça pourrait être un espace relais pour pouvoir augmenter la trame verte sur la ville d'Aulnay-sous-Bois. Toujours dans le domaine de la biodiversité, la ville a aussi mené plusieurs actions de comptage des oiseaux. Les Aulnaysiens étaient d'ailleurs invités à y participer. Frédéric, vous qui faites partie de la Ligue protectrice des oiseaux, qui est à l'origine de cette opération au niveau national et quel est son objectif ?
Alors, donc, il s'agit de l'Observatoire des jardins, hein, qui est une structure qui fonctionne toute l'année et qui est ouverte, qui vise en tout cas à attirer le plus de gens du grand public. C'est-à-dire, effectivement, comme vous le disiez, au niveau d'Aulnay-sous-Bois, c'est partout, c'est de ne pas réserver les comptages et les observations d'oiseaux aux ornithologues, mais d'essayer d'y impliquer le plus de gens possible. Donc là, le principe général est assez simple. Bon, on désigne un jardin, alors soit on le possède déjà, donc c'est le plus simple, soit on s'approprie indûment un jardin public ou peu importe. Donc on déclare un jardin en disant je m'engage à le suivre de temps en temps. Alors chacun peut le faire à son rythme. On met simplement l'accent sur 2 dates dans l'année pour essayer de synchroniser un peu tout le monde. Donc il y a un comptage qui a eu lieu fin janvier, puisque c'est une bonne date représentative de l'hivernage des oiseaux en France. Et puis, deuxième comptage qui est fin mai. Donc, le prochain sera, je crois, le week-end du 27 et 28 mai. Le principe, on demande aux gens de se planter 1 heure dans leur jardin, ou supposait-elle, et de compter les oiseaux qu'il y a, qu'ils arrivent à reconnaître, et essayer de les dénombrer. Alors, c'est vrai que compter, on suppose que les gens savent compter, mais c'est pas aussi simple que ça, parce que il faut essayer de dénombrer le nombre d'oiseaux qu'il y a réellement. C'est pour m'expliquer, en hiver, souvent les gens ont mis une mangeoire, donc ils voient arriver 2 mésanges charbonnières, ils cochent 2, elles s'en vont, il y en a 3 qui reviennent, 2 plus 3 égale 5, puis il y en a une qui arrive en plus, mais il y en a 2 qui repartent, etc. Bon, là on arrive vite, évidemment on va pas additionner tout, et donc pour avoir une estimation du nombre d'individus réellement présents, on demande aux gens de compter le nombre maximum d'oiseaux qu'ils ont vus en même temps. C'est-à-dire, si j'ai vu 6 mésanges charbonnières en même temps, je ne sais pas combien il y en a exactement, mais il y en a au moins 6. Donc c'est ce nombre-là qu'on... Donc voilà, c'est tout ça pour dire que il y a un petit côté technique, il faut un petit peu de discipline à s'astreindre. Mais les résultats, du coup, sont extrêmement utiles au niveau analyse, puisque ça fait maintenant 10 ans qu'on le fait, et on a maintenant des résultats globaux au niveau de la France qui sont extrêmement intéressants. Donc à Aulnay, la dernière opération de comptage a eu lieu fin janvier. Corian, quels ont été les résultats des observations ? Alors pour la fin janvier, on a 250 observations qui ont été réalisées, qui sont montées à la ville, avec 9 espèces protégées qui ont été trouvées, notamment le moineau domestique qui est assez présent sur la ville, ce qui est plutôt très positif, puisque c'est une espèce qui est en fort déclin en Île-de-France. Et donc, de pouvoir avoir une population assez importante à Aulnay-sous-Bois, c'est très positif. Et Frédéric, vous qui avez une connaissance assez fine des volatiles, en particulier ceux de l'Île-de-France, quelles sont les espèces les plus représentées dans notre secteur, dans l'est de la Seine-Saint-Denis ? Alors, on peut procéder par étapes. J'allais dire, je suis venu à l'hôtel de ville depuis la gare, et j'avais un petit peu de temps, donc je me suis baladé. J'ai vu 15 espèces d'oiseaux, en faisant un petit tour par le parc quand même. Mais donc les espèces les plus communes se retrouvent assez facilement dans les quartiers pavillonnaires, où il y a un peu de verdure. Il y a pas besoin. Donc il y a vraiment pas besoin d'aller dans des grands endroits, enfin des endroits de grandes zones de forêt pour trouver. Donc alors ces espèces les plus communes que tout le monde arrive assez facilement à reconnaître dès qu'on prend le temps de regarder, c'est mésanges charbonnières, mésanges bleues, merles, perruches, pie, corneille, si on fait un peu plus attention, rouge-gorge, troglodyte. Alors ceux-là, on les a plus facilement à l'oreille qu'à la vue parfois. Enfin bon. Donc voilà, tout un cortège d'oiseaux, ce qu'on appelle la biodiversité banale, sachant que dans banal, il y a aucun soupçon de péjoratif. Elle existe et il faut la protéger et lui donner les moyens de vivre. Et puis, dans le secteur, effectivement, donc sans faire la liste complète, on va dire qu'il y a le canal de l'Ourcq, qu'on en a parlé, qui effectivement voit passer pas mal d'oiseaux hivernants ou qui vont d'un endroit à un autre. Mais par exemple, on peut trouver des poules d'eau qui nichent. On voit passer des hérons. Alors ils nichent pas ici, mais ils passent pas. Autre secteur, donc on l'a aussi évoqué, le parc du Saussay. Alors là, on arrive réellement dans un des endroits si on fait une liste de 10 endroits du Grand Paris au point de vue biodiversité, évidemment que le parc du Saussay y est. On a évoqué sa pépite qui est la nidification du blongios, qui est un tout petit héron qui vit dans les roseaux. Et il faut savoir que en Seine-Saint-Denis, il y en a à 3 endroits, mais c'est tout, quoi. Mais il y a aussi, en plus du blongios, que
pas grand monde va voir, faut être honnête, mais il y a des oiseaux plus faciles à voir. Il y a des hérons qui nichent. Alors là, pour le coup, ils construisent leur nid sur l'île du lac de Savigny. Il y a des sternes qui nichent sur les radeaux qui ont été mis là. Et l'autre importance du parc du Saussay, c'est en hivernage. Il accueille des oiseaux qui viennent passer l'hiver dans le secteur. Et en particulier, la petite zone de marais peut héberger assez régulièrement donc un autre héron qui s'appelle le butor étoilé, qui est vraiment dans les oiseaux rares en Île-de-France, qui n'est arrêté de nicher malheureusement il y a quelques décennies, mais qu'on trouve encore en hiver. Donc il peut venir passer. Donc, on a l'impression qu'un tout petit marais comme ça, c'est pas terrible. Eh ben si, ça suffit largement à héberger un butor. Et des bécassines. Donc il y a un traitement très spécial. Les bécassines, c'est des petits échassiers qui font une quinzaine de centimètres. Et qui ont un grand bec, qui se nourrissent d'invertébrés dans la boue. Et ils ont besoin d'une végétation très courte pour pouvoir se nourrir. Et donc là, le marais, justement, est traité, les roselières du marais sont traitées en roulement pour qu'il y ait toujours une ou deux zones favorables à l'hivernage des bécassines, parce qu'il y a eu quand même des effectifs extrêmement importants pour l'Île-de-France, d'une 50aine de bécassines passant l'hiver là. Donc. Et puis dernier point, donc alors c'est pas directement à Aulnay, mais on a cité aussi tout à l'heure, on a un exemple pas loin avec le parc de la Poudrerie, les forêts, il y a un bel ensemble de forêts, donc le parc de la Poudrerie est une version un petit peu civilisé entre guillemets, puisque c'était un parc industriel, l'industrie de la poudre, mais qui en tout cas est relié quand même au bois de Bondy au-dessus, et à l'ensemble de forêts qui y a là. Et donc là, on a une avifaune forestière extrêmement intéressante avec en particulier les pics, 5 espèces de pics, donc dont le fameux pic noir qui est quand même très spectaculaire. Il y a aussi des chouettes, il y a la chouette culotte qui niche dans les arbres. Enfin bon, on peut faire la liste. Je peux continuer toute l'après-midi si vous voulez à réciter la liste des oiseaux. Oui, parce que déjà, au niveau des oiseaux, la liste est assez importante. Et en plus, la LPO se limite pas qu'aux oiseaux. Elle englobe aussi la faune et la flore. Toujours sur l'est de la Saint-Denis, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la biodiversité qui est présente ? Bien, il y a effectivement des tas d'aspects de la biodiversité qui peuvent être très surprenants. Alors, j'ai les chiffres pour le parc de la Courneuve, mais je pense que le parc du Saussay, ça doit pas être très loin. Pour les libellules et les agrillons, les demoiselles dont on parlait tout à l'heure, par exemple, il y a à la Courneuve, c'est une 50aine d'espèces d'odonates, comme on dit, donc de libellules ou de demoiselles, qui ont été observées, c'est-à-dire quasiment la moitié des espèces connues en France. Donc, je pense qu'on doit pas en être loin pour la Seine-Saint-Denis. Donc, voilà, au niveau des insectes, il peut y avoir des belles choses. Au point de vue des mammifères, donc on a évoqué les chauves-souris. On n'oublie pas, c'est pas des oiseaux, c'est des mammifères. Donc, il y a effectivement plusieurs espèces de chauves-souris, et pas seulement les pipistrelles, mais les pipistrelles qui sont les chauves-souris communes, elles peuvent venir très près. Quand je travaillais au Blanc-Ménil, il y en avait dans les cités qui dormaient, et qui se reproduisaient dans les immeubles. Et il y a, alors autrement, il y a des renards qui passent. On parlait de la trame verte et la verte et bleue, donc la végétation et l'eau. On pourrait parler d'une trame grise. Les voies de chemin de fer sont des très bons axes de pénétration, et pour les renards, c'est effectivement... Il y a même eu des sangliers, l'anecdote d'un sanglier qui a été vu sur le stade Éluard à Blanc-Ménil, donc il est passé par ici, et là il est sans doute passé aussi par le RER comme tout le monde, mais sans payer son ticket. Donc voilà des exemples, il y en a plein. Il y a plein d'exemples. Est-ce que la LPO a des actions spécifiques sur le secteur donné ? Je sais que la LPO elle suit avec beaucoup d'attention l'évolution du parc départemental du Saussay, notamment. Donc effectivement, la LPO travaille en collaboration avec l'aide du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, donc où on suit la biodiversité de tous les grands parcs départementaux. Mais il y a un groupe local qui s'intitule Forêt en Aulnois, donc qui est pas directement pas réservé à Aulnay, mais qui fonctionne sur les secteurs et qui organise des sorties et des actions. Et puis, le secteur éducation, donc notre équipe salariée, on a un secteur éducation et animation qui est assez développé et qui a déjà travaillé avec la ville d'Aulnay et d'autres structures à tout niveau, de la structure administrative du département, pour aussi bien dans les lycées, les collèges, les écoles, et les centres de loisirs. Donc là,
Et puisque vous parlez d'action d'éducation, un message que vous tentez de faire passer, c'est qu'en fait, il y a beaucoup plus d'espèces autour de nous qu'on ne croit. Est-ce que vous auriez des techniques, des astuces à donner aux gens pour mieux observer ces espèces qui parfois sont là juste à côté d'eux, mais dont ils se rendent pas compte ? Alors, j'allais dire, faut écouter. Je pense que c'est le premier point. Alors évidemment, il faut écouter, il faut donc être dans un endroit où il n'y a pas trop de circulation, mais il n'y a pas besoin non plus d'être complètement isolé. C'est une question d'attention. Je pense qu'en particulier au moment du confinement, les gens ont découvert qu'il y avait plein d'oiseaux. Alors d'un côté, il y avait moins de bruit, il y avait moins de circulation, mais je crois aussi que d'un autre côté, les gens, ça a été plus ou moins désœuvré, et donc on remarquait des choses auxquelles ils ne faisaient pas attention. Enfin, c'est en faisant un petit effort d'attention qu'on va s'apercevoir qu'il y a des cris. Puis bon, une fois qu'on a entendu les cris, on va essayer de savoir d'où ça vient. Faut savoir aussi que les oiseaux sont plus actifs le matin que dans le creux de la journée, là où ils sont comme nous, ils font la sieste. Donc c'est en se promenant plutôt dans ces périodes-là et qu'on va en voir. Oui, et l'autre point, il faut savoir que c'est plus facile d'observer les oiseaux en ville, parce que les espèces qu'on trouve en ville, c'est qu'elles ont déjà passé, elles, le cap de la crainte de l'homme, et on approche beaucoup plus facilement la même espèce, mais des individus urbains que des individus forestiers. L'exemple typique, c'est le merle ou le héron. Alors là, le héron, c'est une caricature en Île-de-France. Moi, quand j'étais gamin, je suis d'origine lorraine. Après, de croire que les hérons, c'était rare. 2, ils s'envolaient à 300 mètres quand ils nous voyaient, quoi. Là, maintenant, tout le monde a vu un héron à 3 mètres sur le bord du canal de l'Ourcq qui il se bouge pas quand les vélos passent sur la piste cyclable. Enfin bon. Donc voilà. Donc, il faut pas hésiter à démarrer en milieu urbain. Là, maintenant, on en profite encore, il n'y a pas de feuilles aux arbres, donc les oiseaux sont plus faciles à voir, puis il n'y a pas encore trop d'espèces, donc on ne va pas être trop perdu par la variété. Si on peut apprendre un petit peu quelques chants, il y en a qui sont faciles à mémoriser, ça aide aussi beaucoup. Et Michael, vous qui êtes co-animateur à la Maison de l'Environnement, qui est située dans le Parc Fort, vous avez déjà mené des ateliers communs avec la LPO ? Oui, ils sont déjà venus pour assister, pour proposer des ateliers autour d'observation d'oiseaux, au Parc du Saussay notamment. Également la construction de nichoirs à oiseaux avec du matériel de récup, mais aussi des balades comptées qui ont très bien marché. Donc à la maison, on partait comme ça. Le long du canal, donc avec des membres de la LPO, et donc c'est vraiment des bonnes expériences. Et puis c'est vrai que c'est un organisme que j'aime beaucoup et avec qui j'ai déjà pu avoir des expériences, en tout cas pour tout ce qui est lié aux oiseaux notamment. Donc oui. Alors la LPO et la MDE jouent tous les deux un rôle d'éducation à l'environnement. Concernant la MDE, qu'est-ce qui a été mis en place dans la structure pour sensibiliser les enfants et les familles ? Alors en fait, il y a des ateliers créatifs qui sont proposés les mercredis, des ateliers scientifiques également, des ateliers autour du jardin, des ateliers par enfants qui attirent pas mal les familles. Pas plus tard qu'hier, notamment, je proposais pour les tout petits également un atelier autour de la découverte des énergies, parce qu'on a une exposition là sur la géothermie actuellement. Donc c'est des ateliers où on essaie d'utiliser tout ce qui est récup, donc que ce soit des rouleaux de papier toilettes, mais également par exemple des anciennes briques de lait. Voilà ce que font pas mal de structures, mais on essaie à côté de ça d'avoir un discours de sensibilisation autour des thématiques qu'on va aborder. Donc c'est une manière de parler de l'environnement, de parler de la nature, en utilisant finalement ces ateliers-là. Ça permet aux gens aussi d'utiliser leurs mains pour pouvoir construire quelque chose. Donc on développe l'esprit créatif, on utilise tout ce qui est motricité fine pour les petits, tout en étant à l'écoute et en essayant vraiment d'être dans une sensibilisation qui soit accessible à tous en fait. C'est ça vraiment l'objectif de la Maison de l'Environnement. Et également, il y a un samedi par mois, on est ouvert pour tout type de public. Le deuxième vendredi de chaque mois, on travaille aussi avec la Fabrique numérique, un partenaire de la ville. Et vous parliez du zéro déchet, ça c'est un thème qui vous tient vraiment à cœur. Alors oui, le zéro déchet, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. On représente, nous les particuliers, un tiers de la pollution à l'échelle mondiale. Donc un tiers, l'autre tiers, c'est les services publics et l'autre tiers, donc c'est les entreprises. Donc c'est le rapport du GIEC, c'est le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Donc voilà, c'est les chiffres vraiment, et je me dis, si on représente un tiers de ce qu'on peut améliorer, probablement on peut aussi être pris comme exemple et être suivi par les 2 autres tiers qui vont justement essayer de faire quelque chose. Aujourd'hui, quand on fait une action, cette action elle est suivie par plein de moyens différents.
Donc ça, c'est un message que vous allez aussi porter jusque dans les écoles, parce que vous parlez d'environnement aux enfants, aux enseignants, les enseignants qui peuvent même être formés par vos soins. C'est un dispositif qui est très important à la MDE, ça, l'intervention en milieu scolaire. Alors oui, il y a une culture d'intervention en milieu scolaire au sein de la maison environnement. On intervient sur plusieurs cycles dans les écoles. Donc c'est des cycles de 6 séances où on intervient sur différentes thématiques, que ce soit par exemple la forêt, les oiseaux, la mare. Ça peut être aussi des thématiques un peu plus comme l'eau par exemple, l'énergie. Voilà, donc on intervient dans les classes dans une logique d'éducation populaire, c'est-à-dire qu'on va pas avoir une approche, académique, on va plutôt essayer de mettre en action les élèves par différents types d'activités qu'on va leur proposer. Donc ça va être aussi bien, par exemple, les mettre en action autour de petits ateliers pour construire, pour faire des tests, par exemple sur l'électricité, ce genre de choses. Et puis derrière, c'est surtout le travail de l'enseignant qui est très important, parce que nous on intervient entre 1h, 1h30 par séance. L'enseignant, lui, il va quand même avoir ses enfants toute l'année, donc c'est aussi comment on arrive à les accompagner pour qu'ils puissent proposer ces interventions en fonction de leurs propres contraintes. Et d'où les formations aussi. On a déjà aussi on propose des formations pour les enseignants certains mercredis de l'année. On a déjà proposé donc la forêt, on a également proposé les petites bêtes, les oiseaux, il y en a d'autres qui sont en cours, donc on est en lien avec l'éducation nationale, ils sont des partenaires aussi, et on est aussi à leur écoute par rapport aux besoins des enseignants. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on propose une formation, il y a beaucoup de monde, donc on essaye vraiment de proposer ces moments qui sont quand même très précieux. Et ce qui intéresse beaucoup les enfants à l'MDE, c'est la ruche aussi, la ruche pédagogique. Vous avez la chance d'en avoir une au Parc Fort. On sait que la bonne santé des abeilles est étroitement liée à la biodiversité. Ça, c'est qu'un message aussi que vous redites aux enfants et aux adultes qui les accompagnent. Alors oui, c'est vrai qu'on essaie vraiment d'éduquer. On a une ruche pédagogique à la maison d'environnement qui est entretenue par un apiculteur et mon collègue Fabrice qui s'en occupe également. Cette ruche-là, en fait, elle est très précieuse parce que c'est vraiment un outil à part entière pédagogique d'expliquer à quoi servent les abeilles, quels sont leurs rôles, quel est le rôle de la pollinisation également. On représente quand même, sur le rapport des Nations Unies, 75% des cultures vivrières à l'échelle mondiale dépendent de la pollinisation. D'accord, donc ça fait vraiment beaucoup de ce qu'on mange. C'est quand même, on dépend clairement des abeilles, voilà. Et on essaye de leur montrer comment elles fonctionnent, le mode de reproduction, les différents métiers de l'abeille, parce que tout au cours de leur vie, elles vont avoir plusieurs métiers. Voilà. Donc aujourd'hui, on sait que les pesticides, pollution, ravageurs, changements climatiques, etc. On essaye vraiment à la maison de l'environnement de se dire. Comment peut-on avoir un discours positif parce que c'est vrai que la nature, etc. On voit que ça va pas. Comment on peut essayer d'avoir un discours positif et de sensibiliser positivement les gens, en leur disant, mais en fait, ce qui est important, c'est surtout ce qu'on peut faire au quotidien, c'est des petites choses au quotidien, des éco-gestes, par exemple. On le sait, c'est éteindre la lumière quand on sort d'une pièce, privilégier les sacs en tissu plutôt que les sacs plastiques, etc. C'est des choses sur lesquelles on peut agir nous. Et à terme, ça peut justement, pour du long terme, la biodiversité d'aller un petit peu mieux. En tout cas, voilà, les abeilles, oui, on en parle et c'est très très important comme sujet. En tout cas, c'est passionnant. Il y a plusieurs colonies parce qu'il y en a aussi au centre technique municipal. Comment est-ce qu'elles se portent dans notre département, les abeilles? Comment vous voyez la population évoluer? Alors à mon échelle, c'est vrai que en tant qu'éco-animateur, j'ai pas une approche très spécifique par rapport aux abeilles. Par contre, nous, à notre échelle, on a pu observer il y a 2 ans, on a pu avoir à peu près récolté 6 kilos de miel sur une ruche colonne. Les ruches colonnes, ce sont des ruches qui peuvent quelquefois être présentes dans certains parcs parce qu'elles ont cette spécificité d'être plutôt avoir une forme de cheminée un peu en hauteur pour que les abeilles puissent rentrer et descendre dans leur ruche sans forcément être trop près des personnes qui sont dans les parcs. L'année dernière, malheureusement, on a eu des ravages, notamment à cause des frelons asiatiques. Donc voilà, donc les méchants frelons asiatiques. Comment est-ce qu'on peut s'en prémunir des frelons
En fait, il y a plusieurs moyens. Hein. Il y a des pièges. Il y a le fait il y a pas vraiment beaucoup de solutions à part le fait de essayer de découvrir où se trouve son essaim et par un système de canne où on va injecter un produit qui va les tuer. Mais il faut essayer de trouver où se trouve l'essaim et ça peut être très très compliqué. Le frelon, comme tous les animaux, il essaie de aussi trouver sa place dans la nature. En termes au niveau de la vie des abeilles, oui, c'était très compliqué l'année dernière. Ok, Mickaël, merci pour cet aperçu. Je pense qu'autour de cette table, vous êtes tous d'accord pour dire que la protection de la biodiversité va de pair avec la lutte contre le changement climatique. Corian, c'est un mot là-dessus peut-être? Oui, tout à fait. En fait, quand on remarque que les actions de lutte contre le changement climatique sont en fait la plupart du temps les mêmes que les actions de préservation de la biodiversité. Pourquoi ? Tout simplement parce que augmenter la présence de la nature, notamment en ville, c'est en fait le meilleur moyen de nous protéger des effets du changement climatique, que ce soit au niveau des vagues de chaleur, de l'infiltration des eaux de pluie pour éviter les inondations, ou même de fixation des polluants. Frédéric, vous êtes d'accord avec ce que dit Corian ? Tout à fait. J'y rajouterais quand même un point auquel il faut penser, il faut éviter que les actions que l'on mène pour limiter le réchauffement climatique attentent à la biodiversité. L'exemple tout simple, c'est l'isolation des bâtiments, l'isolation thermique des bâtiments. Il faut évidemment la faire, ça se discute pas une seconde, mais elle se fait en général par l'extérieur, donc on rajoute une couche d'isolant, et donc on élimine toutes les cavités qu'il y a sur le bâtiment. Et donc, il pouvait servir de nidification aux moineaux, aux martinets, aux etc. Donc, il faut quand même le faire, mais il faut penser à compenser en mettant des nichoirs, penser à déjà avant le moment des travaux, pour faire les travaux n'importe quand. Si on ne va pas mettre de l'isolant sur les nids de moineaux au moment où il y a les petits dedans. Enfin bon, je caricature un peu, mais ça peut arriver. Donc voilà, il faut effectivement que les deux, donc biodiversité et climat, marchent ensemble. Effectivement, beaucoup d'actions pour le climat sont favorables à la biodiversité. Il faut éviter que certaines ne soient trop défavorables. Vous, Mickaël, est-ce que vous pouvez rencontrer de l'éco-anxiété chez le public qui vient à la MDE? Qu'est-ce qu'ils vous disent là-dessus? Il y a plusieurs personnes qui sont très très concernées. Il y en a d'autres qui souhaitent avoir des réponses. Nous sommes tous autour d'une table là, et c'est super, toutes ces actions qui ont lieu. Je trouve ça vraiment très très important d'être à plusieurs niveaux. Moi, mon niveau, c'est vrai que c'est la sensibilisation avec le public. Ce public-là, en fait, moi, ce que je leur dis, c'est qu'est-ce qu'on peut faire encore une fois. C'est aussi bien, donc comme je le disais tout à l'heure, faire des choses à notre échelle, fermer le robinet quand on se lave les dents, etc. Mais il y a aussi une chose importante, c'est essayer de se promener dans une forêt, essayer d'observer, d'observer, s'informer, puis partager en fait ce qu'on connaît, parce que c'est important de pouvoir aussi à un moment donné se dire on va essayer de s'émerveiller en regardant un oiseau, en regardant par exemple un arbre qui a une très très belle couleur, etc. C'est comment on arrive à affiner notre regard et puis à essayer de comprendre, d'observer et puis surtout partager, que ce soit avec les grands, les petits, les personnes qui sont un peu plus âgées, etc. Donc là, voilà, ça, je trouve que c'est important à ce moment-là de pouvoir partager et de s'informer, quoi. Parfois, d'ailleurs, vous emmenez le public en forêt. Oui, c'est arrivé sur des projets ouverts au tout public. On leur propose de venir découvrir une partie un peu forestière, c'est un peu une partie un peu bocage du parc du Sausset, où on part à la recherche des traces des animaux de la forêt. Donc, un trou dans un arbre, il y a un piquet-pêche qui a fait probablement son nid, les trous, ou alors tout simplement des écorces, des traces d'animaux qui ont été mangés, etc. Donc oui, la partie balade en forêt elle est très importante. On l'a déjà proposée. Je pense qu'on va aussi la reproposer parce que c'est des activités qui marchent plutôt pas mal. On peut annoncer déjà des actions de la part de la MDE pour le mois d'avril. On est en train de construire le planning là que je suis dessus, donc malheureusement j'ai pas d'idée en tête là tout de suite, mais je pense que étant donné qu'il y a le printemps qui arrive, la nature elle va se réveiller, il va y avoir plein de belles choses à voir, donc j'invite vraiment tout le monde à pouvoir essayer de faire une sortie, d'observer, de se balader, tout simplement se balader en forêt.
Ok, écoutez, merci beaucoup à tous d'être venus ici pour partager toutes ces appréciations extrêmement intéressantes sur les nombreuses richesses naturelles qui nous entourent. Et comme vous l'avez dit, on doit apprendre à mieux les connaître pour mieux les protéger. Et ce sera notre conclusion et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast Made in Aulnay. Aulnay Podcast au cœur de la ville, le podcast 100% aulnaysien où l'on prend le temps de discuter de sujets aussi divers que la jeunesse, la culture, les grands projets, l'environnement. Un moment privilégié en direct de la Maison des Projets du Patrimoine.